Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment allier école et ruralité? Comment faire en sorte que les écoles de campagne puissent assurer une formation équivalente et qui permette les mêmes débouchés qu'une école des grandes villes? On en débat dans un instant avec nos invités. Il figure dans le classement Forbes des 30 jeunes entrepreneurs les plus brillants. Jules Simian-Brochery sera avec nous en deuxième partie d'émission. Il nous parlera de la plateforme qu'il a créée, Extra Student, qui vient d'être une application depuis hier, un réseau d'entraide dédié aux jeunes. Et puis enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants dans le grand JT. Cette semaine, on leur a demandé ce que représentait pour eux le bonheur. Mais avant cela, on retrouve Mickaël Dorian et l'actualité en bref. Mickaël, on commence avec Elisabeth Borne qui, ça y est, a dévoilé la liste des ministres de son gouvernement. Et parmi eux, Pape Ndiaye, nommé ministre de l'Éducation nationale. Le célèbre historien succède ainsi à Jean-Michel Blanquer, professeur des universités à Sciences Po et directeur général du Palais de la Porte Dorée. Il était venu nous rendre visite dans le grand JT de l'Éducation le 5 avril dernier. Il avait évoqué notamment l'importance de la transmission. Regardez. Que fait-on dans un musée sinon transmettre ? Via des expositions, via aussi des spectacles, via des conférences. Transmettre, ça veut dire saisir pour le musée d'histoire de l'immigration des questions qui peuvent être des questions délicates, sensibles, même d'un point de vue politique, pour les présenter à bonne distance avec le travail des historiens, pour permettre à chacun de s'y retrouver. Y compris celles et ceux qui sont issus de migration et qui ont parfois le sentiment que leur histoire familiale ne fait pas partie du récit national, ne fait pas partie de la grande histoire. Là, ils s'y retrouvent, ils ont le sentiment qu'on parle d'eux, et puis, chemin faisant, ils apprennent aussi sur toutes les composantes de la société française. Donc, transmettre, c'est à la fois un devoir scientifique, ça relève de la connaissance, mais c'est aussi un devoir civique, c'est une manière de faire société, c'est une manière de rassembler, d'intégrer celles et ceux qui parfois peuvent avoir le sentiment d'être un peu sur les bords. Échange que vous pouvez retrouver bien entendu sur schooltv.com, échange qu'on avait eu formidable avec Pape Ndiaye qui était venu ici. Je crois que d'ailleurs c'est nous qui avons la dernière interview de Pape Ndiaye avant qu'il prenne sa fonction de ministre de l'Éducation. Jean-Michel Blanquer n'est donc plus ministre de l'Éducation nationale, pourtant il continue de faire parler de lui. Oui, et il se serait bien passé de cette dernière frasque indépendante de sa volonté, je précise, Jean-Michel Blanquer, qui avait convié une chorale d'adolescents venus de Poitiers pour se produire à l'occasion de sa passation de pouvoir. Sauf que comme beaucoup au sein du gouvernement, ils pensaient que la passation aurait lieu jeudi. C'est donc une trentaine de jeunes accompagnés de 8 adultes qui ont fait le voyage pour rien à Paris depuis Poitiers. Ils ont tout de même pu visiter le ministère rue de Grenelle, ont chanté devant le personnel et ont pu échanger en visio seulement avec Jean-Michel Blanquer qui lui était resté dans le Loiret, département dans lequel il est candidat pour les législatives. Coût du déplacement, 3 000 € tout de même à la charge de l'académie. Je ne sais pas s'il doit me faire sourire ou pas ce coup pour rien. Au Pays Basque, colère de Cisca, la fédération de Ikastola, c'est comme ça qu'on dit, Ikastola, oui. Ces écoles qui proposent un enseignement majoritaire en langue basque. Cisca a déposé un référé contre l'éducation nationale en cause l'interdiction faite aux élèves bascophones de rédiger les examens en basque, notamment le baccalauréat, alors que cela était pourtant possible il y a quelques années pour les mathématiques et l'histoire-géographie. Écoutez Peyo Jorajuria, il est président de Cisca et était joint par nos confrères de France Bleu Bayonne. C'est sur un point précis, sur la question du grand oral du baccalauréat. Nous avions signé une convention en 2019 et qui couvre jusqu'à cette année, qui précise par écrit un engagement donc du rectorat que tous nos élèves pourront passer une partie du grand oral en langue basque. La rectrice que nous avons pu rencontrer ces dernières semaines ne fait pas la même lecture que nous et veut limiter ce droit de présenter le grand oral en langue basque à uniquement aux élèves qui ont choisi la spécialité langue régionale au baccalauréat. C'est-à-dire que sur les 100 bacheliers que nous allons présenter cette année, seuls une dizaine seront autorisés à faire une partie du grand oral en langue basque et 90% de nos élèves ne pourront absolument à aucun moment utiliser la langue basque lors du baccalauréat. Donc c'est un énorme recul pour nous, c'est un désengagement de l'État. Nous avions un engagement écrit de l'État au travers de cette convention et pour nous donc, ce n'est pas acceptable. Mickaël, on termine avec notre point désormais hebdomadaire sur le nombre d'élèves ukrainiens scolarisés en France. Depuis le 24 février dernier et jusqu'à aujourd'hui, 16 895 enfants ukrainiens réfugiés dans notre pays ont été accueillis en école, collège et lycée selon le point de situation publié ce vendredi par la cellule Ukraine du ministère de l'Éducation nationale.
Merci Mickaël. Alors comment allier école et ruralité? Comment faire en sorte que les inégalités soient réduites justement entre la campagne et les villes, entre les grandes villes et les petites villes? On en parle tout de suite dans le Grand JT de l'éducation. C'est maintenant. Et pour en parler, j'accueille Jean-Baptiste Noyac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et le directeur général de la Fondation Excellence Ruralité, des écoles à taille humaine et exigeantes pour tous les enfants de la France, vous appelez ça périphérique. Face à vous, j'accueille également Henri Poupart. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Henri Poupart, vous êtes maire de Pontoise, dans la Somme, une petite commune de 611 habitants. Je suis ravie vraiment de vous accueillir tous les deux sur le Grand JT de l'éducation sur School TV pour parler justement de la ruralité et des écoles rurales. Henri Poupart, en 40 ans, 17 000 établissements, je le répète 2 fois parce que quand même le chiffre est effarant, 17 000 établissements en France ont fermé leurs portes, soit un quart des écoles. C'est le cas de l'école de Pontoise, ville où vous êtes maire. Racontez-moi ce qui s'est passé. Alors en 2018, l'éducation nationale nous a dit il n'y a plus assez d'élèves dans votre école qui faisait donc 2 classes avec tous les niveaux de la petite maternelle jusqu'au CM2. Répartis en 2 classes et on était descendu à 28 élèves au total. Nous avons essayé de défendre notre position d'être contre la fermeture de cette école puisque les effectifs étaient 3 ans avant de 54 enfants et malheureusement nous n'avons pas réussi à faire entendre notre voix et nous sommes même allés jusqu'au tribunal administratif sans succès. Et depuis ce temps-là, autour de nous, dans le département, dans notre arrondissement, c'est environ une quinzaine d'écoles qui ont fermé. Et pourquoi? Quel était l'argument en fait imposé par l'inspection? Alors, nous avions cherché des solutions pour faire des regroupements scolaires avec d'autres villages, mais un des arguments, c'est de dire, mais si vous ne gardez qu'une classe, on ne veut pas que d'une seule classe dans une école et il n'y a pas assez d'effectifs, donc il faut fermer. Alors, nous ne sommes pas en zone prioritaire. Le village d'à côté est en zone prioritaire pour situer les choses et notre effectif était le même qu'une classe de CP en zone prioritaire. Hein. D'accord, mais ça n'a pas suffi. En fait, ils ont voulu supprimer un poste et du coup, vous n'avez pas résisté en fait. C'est ça. Et en même temps, 1 an et demi avant, la compétence scolaire était passée à la communauté de communes. Donc le maire n'avait, entre guillemets, plus grand-chose et n'a plus grand-chose à dire sur l'éducation scolaire dans sa commune. Et nous n'avons absolument pas été défendus par la com puisque elle, l'objectif, c'est de faire ce que l'on appelle, ce que j'appelle moi, des usines à gosses avec de 150 à 200 élèves, pas loin de l'endroit où ils iront au collège. Et oui, c'est ça en fait, des établissements énormes avec plusieurs classes par niveau. Alors, où les Pontillois vont-ils à l'école maintenant? Alors, ils vont dans le village d'à côté. Alors, présenté comme ça peut paraître une solution finalement relativement satisfaisante. Sauf que rien que pour faire le ramassage scolaire dans notre commune qui est très étalée, puisqu'il y a 2000 hectares sur la commune, il y a 20 km de route habitée. Voilà, donc il faut déjà faire un quart d'heure, 20 minutes de route dans la commune pour faire le ramassage, plus aller dans le village d'à côté, dans une école où il y a 170 élèves à peu près. Oui, le ramassage scolaire, ou alors les parents qui veulent eux-mêmes déposer leurs enfants, et donc ils ont 20 km à faire en plus, évidemment de route. Mais rien que sur le plan écologique, déjà, c'est pas terrible. Et puis sur le plan économique, on imagine que c'est pas simple non plus pour eux. Qui finance le ramassage scolaire, donc du coup prévu maintenant pour ces élèves qui venaient à Pontoise et qui vont dans le village d'à côté?
C'est la compétence du ramassage scolaire, c'est transport, c'est la région. Avant, c'était le département Ouais. et maintenant, ça a été transféré à la région puisqu'on est dans une période de valse des compétences en permanence. Alors, donc en milieu rural, hein, à partir des années 80, on a vu se développer donc les RPI, les regroupements pédagogiques intercommunaux dont on parle. C'est-à-dire que chaque commune qui n'a pas son école, eh bien, mais une école qui regroupe plusieurs enfants de plusieurs communes. Pourquoi ça a fonctionné comme ça? Et est-ce que vous étiez d'accord avec ce système dès le départ, vous? Parce que ça fait combien de temps que vous dirigiez, que vous êtes maire, pardon, de la ville de Pontoise? Alors, ça fait 14 ans que je suis maire, je suis à mon 3e mandat. Et donc, on gérait l'école tout à fait comme certains politiques de notre secteur appelaient l'école du 21e siècle. Il y avait une salle informatique, un tableau numérique. À chaque fois qu'il y avait besoin d'un ordinateur dans les 8 jours qui suivaient la demande du directeur d'école, elle était satisfaite, quoi. Et humainement, nous étions dans une école qui était gérée où tout le monde s'appelait par son prénom. Et je cite l'anecdote, quand je traversais la cour, tous les enfants disaient bonjour monsieur le maire, quoi. Oui, c'est fou parce qu'à vous écouter, on a presque l'impression d'une régression, quoi. On avait une salle informatique, on avait tout ce qu'il fallait, des gens qui se parlaient, et finalement une vraie communauté. Puis tout d'un coup, tout est éclaté et on retrouve de vrais problèmes. Jean-Baptiste Noyac, vous avez fondé Excellence Ruralité. On va en parler, hein, bien sûr, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord que vous réagissiez évidemment aux propos d'Henri Poupart. Oui, ben merci. Bonjour, monsieur le maire. Écoutez, non, mais ça me fend le cœur un peu d'entendre ça parce que, si vous voulez, moi je comprends qu'il y ait des logiques économiques, hein. Bien sûr, il y a une perte d'habitants dans les zones rurales, il faut l'entendre, et ça a forcément des incidences. Maintenant, on voit bien que ça a d'autres impacts que simplement sur la question scolaire, puisque ça a un impact sur le dynamisme du territoire, et finalement, fermer l'école, c'est un peu accélérer la désertification. Donc, c'est pas juste la constater. Et à la limite, ça pourrait s'entendre si, puisque la logique qui est invoquée, comme le disait monsieur le maire, c'est une logique d'abord économique. L'idée, c'est de faire des économies. Si on avait un ministère qui était très économe sur l'emploi de ses ressources. Or, on a un ministère qui est parmi les plus dépensiers, dans lequel on a le plus de personnel non enseignant. Il faut quand même voir qu'on a quand même 2 fois plus de personnel non enseignant qu'en Grande-Bretagne à périmètre d'élèves constant, et 2 fois et demi plus qu'en Allemagne. Donc, il y a un vrai sujet, à mon sens, sur l'allocation des ressources. Et ça, c'est aussi une question de choix pédagogique, à mon sens. C'est-à-dire que choisir justement d'avoir des écrans numériques, choisir d'avoir des profs, autant de personnel non enseignant, tout ça, c'est des options pédagogiques et qui montrent qu'on ne fait pas les choix sur les priorités, qui sont d'abord de mettre des professeurs devant des élèves, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on voit très très bien aujourd'hui, vous parlez effectivement de tous ces problèmes qu'on rencontre et on va les détailler un à un, mais le problème prioritaire, que ce soit partout, hein, dans les grandes villes, les moyennes, les petites ou en milieu rural, on voit bien qu'il manque des profs partout, professeurs des écoles, professeurs au collège et au lycée. Donc la priorité, elle est là. Si vous n'aviez pas manqué de professeurs, peut-être, monsieur le maire, et j'imagine vous, Jean-Baptiste Noyac, autour de vous, c'est de la même manière, c'est-à-dire que les choses seraient quand même beaucoup plus simples pour les villages en question, non ? Jean-Baptiste Noyac. Oui, pardon. Oui, alors nous, on ne s'inscrit pas vraiment dans une réponse à la désertification scolaire. On s'installe généralement dans des villages entre 3 et 7 000 habitants, justement pour ne pas prendre le risque de faire fermer une école. Notre objectif, c'est de participer, si vous voulez, à la lutte contre la désertification de ces territoires-là, en offrant des pédagogies innovantes dans ces territoires. Parce que une chose est de fermer l'école, et là c'est le pire qui puisse arriver, bien sûr, mais il y a également d'autres enjeux, comme l'accès des enfants de ces territoires à des pédagogies innovantes, pédagogies qu'ils sont, je crois, les premiers à nécessiter, parce qu'ils sont en première ligne des évolutions du marché du travail. Les métiers de la France périphérique vont être les plus impactés par la robotisation, et donc vont être ceux qui vont le plus nécessiter
le développement par l'école des compétences du 21e siècle qu'on appelle ces compétences relationnelles, l'intelligence transverse, cette capacité à développer des relations de qualité avec son entourage. Et tout ça, eh bien, c'est à l'école en partie d'en prendre sa part. Et donc, c'est très important de favoriser l'innovation scolaire dans ces territoires-là. Mais alors, ce que vous voulez dire, en fait, c'est Jean-Baptiste Noyac, c'est que finalement, des petites communes comme celle d'Henri Poupart, hein, comme celle de Pontoise, finalement, elles se retrouvent tellement petites qu'il n'y a pas d'aide. Finalement, on peut plus rien faire pour ces territoires-là. Ils deviennent vraiment des territoires oubliés et on est voué finalement à fermer les écoles, les petites classes. Je crois pas. Non, je crois pas. Je pense que l'État, son rôle, c'est de maintenir une présence scolaire dans un certain nombre de villages. Alors après, je ne suis pas compétent pour vous dire quelle est la taille. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une logique qui n'est pas uniquement économique qui doit présider, parce que c'est l'impact sur le territoire, c'est l'impact sur la vie des personnes qui vivent dans ces territoires-là, c'est l'impact sur les personnes âgées aussi, parce que quand l'école meurt, eh ben, en fait, ça met aussi un coût au moral. Donc tout ça, c'est très important, si vous voulez, d'avoir ces données-là en tête, justement parce que l'État n'a pas vocation à choisir uniquement sur le plan de la rentabilité, si vous voulez. Et oui, bien sûr. Donc, pour l'État, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à la fermeture des classes dans ces territoires. Pour ce qui nous concerne, nous, on est des entrepreneurs sociaux, et donc on est obligé, ne serait-ce que pour que le projet fonctionne, et bien d'avoir un minimum d'élèves, même si bien sûr nos financements ne viennent pas, et pour l'essentiel, des contributions des familles. Mais si on veut être sûr d'avoir au moins des élèves dans le projet, eh bien, même ne serait-ce que pour attirer des professeurs, on est contraint d'avoir ce choix-là, d'avoir un vivier minimum de quelques milliers d'enfants, enfin d'habitants, si vous voulez. Henri Poupart. Mais c'est pas la logique, c'est pas en tout cas les contraintes de l'État, et c'est pour ça que l'État, à mon avis, n'a pas ses excuses. Oui, bien évidemment. Henri Poupart, pardon, monsieur le maire, vous avez vu quel impact finalement de la fermeture de l'école au sein de votre commune? Ce dont parle Jean-Baptiste Noyac, par exemple, par rapport aux personnes âgées, par rapport à tous ceux qui font l'économie aussi de la commune. Pour moi, le principal impact aujourd'hui, avec le recul de 3 ans, c'est un aspect social principalement. C'est que aujourd'hui, nous, gestionnaires de la commune, nous ne connaissons plus les enfants de notre commune. Nous ne savons pas combien il y a d'enfants de telle catégorie d'âge ou telle catégorie d'âge, et que le lien social entre les enfants de la commune est complètement perdu. Les enfants avaient leurs copains, ils avaient des projets ensemble. Quand il y avait une animation, la fête du village, les enfants venaient parce qu'ils venaient avec leurs copains d'école. Aujourd'hui, la fête du village, il n'y a plus aucun enfant qui participe à ça. Et donc l'avenir de demain, c'est des copains peut-être par internet, des copains des villages aux alentours. Socialement, c'est compliqué. C'est pas parce qu'on n'est pas très nombreux que on doit perdre ce lien social qui était quand même très fort dans le passé, entre les amis et entre les enfants, les jeunes, mais aussi entre les parents. Puisque les parents, on dépose des enfants à l'arrêt de bus, on les récupère à l'arrêt de bus, et voilà, il n'y a plus d'action commune, d'association de parents d'élèves, etc., communale. Et oui, puis on imagine l'interaction entre tous les domaines d'activité. Hein. On se doute bien qu'effectivement, plus il y a de parents qui viennent, plus ça fait marcher aussi les commerces, plus il y a d'activités culturelles, sportives, artistiques au sein même de Pontoise et de ses habitants. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de rapprochement aussi, comme on l'a vu ailleurs, entre par exemple les établissements pour personnes âgées et puis les écoles maternelles où on voyait un rapprochement et des choses qui pouvaient s'opérer. Pour parler de l'excellence ruralité, et de ce projet que vous avez fondé, Jean-Baptiste Noyac, comment justement on amène l'excellence en milieu rural, puisque c'est l'objet d'Excellence Ruralité? Alors, l'excellence, elle est déjà en milieu rural. Il y a déjà beaucoup de talent, de potentiel. Ce qu'on entend par excellence ruralité, c'est l'idée
de permettre à chaque enfant de déployer ses talents et d'apporter une vraie ambition pour chaque enfant. Et de ne pas avoir envie de partir justement dans les grandes villes. Comment ? Et justement de pouvoir maintenir l'activité dans ces milieux ruraux et de ne pas avoir cette idée de partir systématiquement dans les grandes villes en fait. Oui, en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord un sujet en effet, donc permettre à chaque enfant de développer tous ses talents. Et donc, ça passe par l'innovation. Quand on dit excellence, ça veut dire des petits effectifs, ça veut dire des professeurs et éducateurs. Tout ça, aujourd'hui, c'est des outils pédagogiques que vous retrouvez dans beaucoup d'écoles associatives, dans beaucoup d'innovations privées qui sont réservées aux métropoles et auxquelles les enfants des ruralités ne peuvent pas accéder. Et donc, c'est ce que nous essayons d'offrir à nos élèves, qu'ils soient des élèves en difficulté, comme on en a certains, ou des élèves qui ont été victimes de harcèlement et qui ont besoin d'un cadre peut-être plus apaisé, ou encore des élèves qui ont plutôt des facilités, mais qui ont besoin d'être accompagnés pour les déployer pleinement. Et donc, l'impact qu'on souhaite avoir par ce biais-là sur le territoire, c'est à la fois de permettre à des enfants de déployer tous leurs talents en confiance. Un autre aspect de l'excellence, c'est de prendre l'enfant dans toutes ses dimensions et pas uniquement sur le plan scolaire. Et donc, c'est de pouvoir offrir aussi des activités extrascolaires, des activités manuelles, où on va valoriser les talents de chacun, on va permettre une orientation qui soit choisie, qui soit valorisante pour les enfants qui vont éventuellement s'orienter vers des métiers manuels et qui pourront demain mettre au service du territoire. Là, on est allé visiter récemment, je suis allé voir un de nos élèves de 3e qui était en apprentissage dans une boulangerie. Je suis allé voir le maître d'apprentissage qui était enchanté parce que dans notre école, on travaille bien sûr tous les aspects intellectuels, tous les aspects académiques, mais également la dimension relationnelle, les savoir-être, ce dont je vous parlais tout à l'heure comme des compétences du 21e siècle. Et ces aspects-là sont essentiels aujourd'hui pour réussir sur le plan professionnel, pour réussir son intégration dans une entreprise. Le chef d'entreprise me disait, mais c'est génial parce qu'en fait, il savait comment se positionner vis-à-vis des adultes, il savait comment se positionner vis-à-vis de ses collègues, il faisait preuve d'initiative, et tout ça, ça fait écho, si vous voulez, à la pédagogie qu'on essaye de mettre en place avec des équipes pédagogiques, des équipes d'élèves qui structurent la vie de l'école, dans lesquelles les enfants rendent des services, dans lesquels on les responsabilise. Toute l'idée étant de considérer les enfants comme des êtres à part entière dans toutes leurs dimensions, et donc également, et bien sûr, dans la dimension relationnelle. Vous avez donc ça, c'était pour vous répondre sur votre point de l'excellence. Oui. Mais l'excellence, ça passe aussi par l'essayer de développer, si vous voulez, de pousser aussi les enfants qui ont un haut potentiel à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est très important pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à réduire, si vous voulez, la fracture territoriale. C'est en favorisant l'émergence d'une élite venue des territoires ruraux et faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement des enfants nés dans les grandes métropoles qui accèdent aux grandes écoles et qui demain fassent partie de l'élite, parce que ces enfants-là, du coup, n'ont pas nécessairement le lien charnel avec la France périphérique et nos territoires, alors que des enfants qui viennent de ces territoires, eh bien, tout bêtement, ils devront, et comme c'était le cas autrefois, ils devront assumer les décisions qu'ils prendront dans un environnement familial qui est au contact de cette réalité de nos territoires. Donc c'est très important d'avoir cette ambition aussi de faire émerger une élite rurale. Est-ce que c'est un peu aussi aux entreprises françaises de venir aussi s'installer dans les milieux ruraux et de faire émerger aussi un système, un bassin d'emploi pour tous ces jeunes qui grandissent, qui sont des jeunes d'excellence effectivement aussi évidemment dans les milieux ruraux et qui ont envie finalement de continuer à garder leurs liens familiaux, leur héritage là-bas, qui est un héritage, je ne parle pas d'un héritage financier, hein, je parle d'un héritage intellectuel, un héritage aussi sociétal et de cœur. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui le font. Là, on a un partenariat avec L'Oréal, qui est une entreprise de l'excellence française par excellence, je dirais, et qui n'a jamais délocalisé, a conservé ses industries dans le Saint-Quentinois. Ouais. Mais donc, il y en a qui le font. Le sujet, à mon avis, il dépend moins de l'école, pour le coup, que de choix de politique publique, de choix de relocalisation des emplois, de choix de réindustrialisation, pour lesquels je suis pas vraiment compétent pour vous répondre, mais je suis convaincu que, en tout cas, si on dote nos élèves de savoirs fondamentaux solides et de compétences relationnelles et de savoir-être,
aujourd'hui, on répond à beaucoup des demandes des employeurs qu'on rencontre. C'est d'abord ce que demandent les employeurs. Vous avez créé une école pilote à la Fère. On a été voir le programme. On avait même reçu d'ailleurs l'un de vos collègues. Tout le monde est habillé de la même manière avec la blouse. Et le programme est le suivant, je crois. Hein, le matin, donc on appelle ça maintenant les savoirs fondamentaux, donc français, maths. Et puis l'après-midi, histoire, sciences et ateliers avec notamment la méthode Montessori qui est appliquée, le tout en petit effectif. Donc sur le papier, hein, franchement, ça fait rêver. Mais le financement s'opère comment? Qui finance ça? Parce que ça coûte de l'argent. Le financement, c'est là où, pour moi, il y a un vrai sujet quand on va dire à une école publique de fermer et pour des raisons économiques. Parce qu'aujourd'hui, notre coût par élève à taille cible, il est inférieur à celui qu'il est dans l'éducation nationale, dans le système public classique. On est aujourd'hui à taille cible, un élève dans notre établissement, ça coûte en moyenne 6 000 € par an. C'est plutôt autour de 8 000 dans l'éducation nationale. Donc, il y a des moyens, en déconcentrant, en responsabilisant les établissements, en donnant plus de liberté au terrain, en fait, en instituant un peu un principe de subsidiarité, il y a des moyens de réduire les coûts. C'est tout bête, mais nos professeurs, ils sont à la fois professeurs et éducateurs. Donc on ne recrute pas de pions, on ne recrute pas de surveillants, on ne recrute pas de CPE, on ne recrute pas tout ça. C'est les professeurs qui font aussi ce métier-là. Ils sont profs pas uniquement d'une seule matière, ils peuvent enseigner 2 matières dans le même domaine, hein, ça va être maths et sciences si vous l'aimez. Aussi, on élargit un petit peu. On a un seul personnel non enseignant sur notre établissement qui est une assistante administrative, mais même le directeur, il enseigne. Tout ça, on ne change pas nos tables et nos chaises tous les ans, si vous voulez. Ça, ce sont des choix pédagogiques, des choix qui mettent la priorité sur l'essentiel de l'école. C'est d'abord une rencontre entre un professeur et des élèves. Et c'est la clé, à mon sens, de ces choix pédagogiques. Évidemment, et de leur donner l'espoir et de leur expliquer à quel point ils sont formidables aussi. Juste une réaction, Henri Poupart, monsieur le maire, une réaction à tout cela finalement. Et bon, les réformes, hein, vous en avez connu déjà pendant 14 ans, vous avez exercé ce métier de maire là, dans la commune de Pontoise où vous êtes. Une réaction par rapport à ces dernières réformes qui ont eu lieu, la réforme Blanquer. Le ministre, voilà, là est en train d'être, je crois, être nommé aujourd'hui. Que va-t-il se passer pour les 5 ans à venir? On voit bien qu'on reparle évidemment des savoirs fondamentaux, on reparle de tout, des choses qui ne vont pas à l'école, de cette réforme du bac. Une réaction par rapport aux petites écoles et aux écoles élémentaires, monsieur le maire, s'il vous plaît, Henri Poupart. Ouais, ça me fait sourire parce que bon, c'est vrai que j'ai l'ancienneté à la fois par l'âge et par le poste, dans le poste de maire, mais des réformes on en a connu tout le temps. Aujourd'hui, en même temps que notre école fermée, on avait des ministres qui affirmaient que plus aucune école ne serait fermée en milieu rural. Donc aujourd'hui, je crois plus du tout à la parole des politiques. Et je dirais que les fondamentaux, ils sont importants, mais je crois que ça a été souligné et je pense qu'il faut insister sur le savoir-être et le savoir se comporter. C'est des choses qu'on n'évoque jamais dans les programmes d'école et c'est quelque chose qu'on peut faire dans une petite école qu'on ne peut pas faire dans une grande école. Et la preuve en est, c'est que notre directeur d'école a été nommé directeur de l'école où les enfants s'en allaient. Et il avait 170 élèves à gérer. Il a tenu 2 ans parce qu'il a dit, moi, mes valeurs, je ne les retrouve pas, quoi. Et donc, parlons d'abord des valeurs qu'on inculque à nos enfants, et puis après, les multiplications et les additions, il y a besoin des basiques, mais c'est pas forcément comme ça, et sur des besoins de très très élevés que tout le monde n'a pas besoin. Je suis chef d'entreprise, j'ai eu longtemps un employé qui ne sait pas lire et écrire, mais il doit avoir sa place dans sa société, dans la société. Donc
empêchons tout ça et arrivons à faire des programmes qui émettent un peu d'humanité, quoi. Merci, monsieur le maire. Ça en dit long quand même. Quand vous dites vous-même, vous qui êtes maire, hein, donc, qui représentez aussi une part de la France et de la classe politique, vous dites que vous ne croyez plus dans les hommes politiques. Voilà, ça en dit quand même très long. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire de Pontoise dans la Somme, une petite commune de 611 habitants. On embrasse tous les Pontillois, c'est bien comme ça qu'on dit. Et C'est tout à fait ça. Et Jean-Baptiste Noyac, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes fondateur et directeur général de la Fondation Excellence Ruralité. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été là. Et on se reparle vite, j'espère, une fois qu'on aura toutes les informations sur les 5 prochaines années qui attendent le monde de l'éducation. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Jules Simian-Brochery. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes encore étudiant en école de commerce à Madrid, mais vous êtes déjà à la tête d'une plateforme qui a été remarquée par le classement Forbes, puisque vous faites partie de son classement des 30 jeunes entrepreneurs les plus brillants. Racontez-moi comment ça a commencé, le démarrage de cette plateforme. Extra Student, c'est né pendant le premier confinement, donc en avril 2020. Moi, j'étais élève en terminale au lycée et je regardais les infos, j'écoutais les médias, également le gouvernement. Et j'ai découvert qu'il y avait 8 à 10% des élèves qui décrochaient scolairement et que ça allait accélérer et surtout appuyer les inégalités scolaires, qui sont des inégalités de départ et donc qui créent des vraies lacunes pour ces élèves-là. À ce moment-là, excusez-moi juste, on est le 16 mars 2020, c'est le premier confinement. Voilà. Vous êtes en terminale, vous êtes chez vous, vous êtes en France à ce moment-là? Oui. Où ça? À Paris. Où, à Paris. Ouais. Et vous travaillez normalement, vous continuez en fait à ne pas décrocher justement? Exactement, j'ai un suivi, mais je m'intéresse quand même à ce qui se passe autour. Et je me dis qu'il y a des élèves qui sont justement pas dans ce même cas-là, qui n'ont pas de suivi, et qu'il faut peut-être trouver un moyen pour leur venir en aide et créer quelque chose. Là, je me dis, pourquoi pas créer une plateforme qui va réunir tous les élèves. À la base, on n'était que sur les lycéens et les collégiens, où en gros, les lycéens, les collégiens pourront partager du contenu, donc du contenu écrit, des documents, des dissertations, des poèmes, tout ce que vous voulez, qui appartient à l'auteur, donc l'élève, et échanger des conseils via un forum. Donc on a commencé comme ça. Et puis peut-être de l'échange aussi du dialogue, parce qu'en fait les élèves, enfin les étudiants, lycéens et collégiens, se sont retrouvés aussi, comme beaucoup d'adultes, seuls, ou en tout cas dans une sorte de pénibilité sociale en fait. Ils n'avaient pas de lien. Exactement. Donc ça s'est un peu transformé parce que, comme vous le dites, il y avait des jeunes qui se sentaient seuls, qui étaient parfois même... Après, on a ouvert aux étudiants et là, c'est là vraiment qu'on a développé un gros volet discussion parce qu'il y avait cette détresse sociale, psychologique, parce que financière, des étudiants qui étaient confinés dans leur petite chambre, qui n'avaient plus d'amis, enfin, qui n'avaient plus d'amis à voir, parce que, plus de cours à l'école. Et donc, on a dû, et je pense que ça a aidé, trouver un moyen pour qu'ils puissent discuter et échanger de leurs problèmes, leurs doutes et évoluer. Alors, comment ça s'est passé concrètement? C'est-à-dire qu'au moment où vous sortez votre plateforme, ça a mis combien de temps à se faire sur le plan technique, la plateforme en question? 1 jour et demi. Un jour et demi, efficace. 1 jour et demi. Efficace, Jules Simian. Non, alors vraiment, pour le coup, c'est pas même pour le storytelling, c'est vraiment 1 jour et demi. Il faut se dire que j'ai l'idée le samedi, que je me dis, je sais pas coder, je suis pas du tout un profil tech. Mais par contre, je suis animé par mon idée. Comment je fais quoi? Business, éco? De bonnes idées en fait. Voilà, exactement. Oui, d'accord. Et donc vous appelez des copains qui sont ingénieurs ou qui sont des codeurs? Je tape sur internet comment créer un site web parce que j'avais quand même en tête mon système. Je me dis voilà, il faut qu'on puisse mettre des documents. Donc il faut une bibliothèque. Il faut que les gens puissent venir. Donc il faut un site web qui soit accessible sans qu'on s'inscrive. Et il faut communiquer. Donc Instagram ou TikTok. Mais à l'époque, il n'y a pas TikTok. Donc voilà. Et donc j'ai commencé, j'ai écrit comment faire un site web. Je suis tombé sur Wix, WordPress, pour en citer 2. Et puis voilà, j'ai commencé et j'ai fait mon petit site. Et en une nuit, parce que vraiment, pour le coup, là, il n'y a pas de fatigue. On est juste animé par notre idée. Et j'ai fait mon site et le lendemain, il était déployé. Et j'ai commencé à communiquer. Et en 3 jours, 600 personnes sur Instagram, ça a été... assez viral rapidement. Et vous en parlez autour de vous? Vous en parlez avec vos copains, votre famille? Enfin, comment réagissent les premiers à qui vous en parlez? J'en parle à quelques copains. Ils sont assez ils n'étaient pas très partants pour moi. Ils disaient, mais tu sais, en vrai, je sais pas si cette idée, elle va marcher. Je sais pas si tu devrais plutôt te concentrer sur autre chose, une autre idée, parce qu'ils savaient que j'avais un tempérament assez proactif.
Et je leur ai dit, mais non, t'imagines en vrai, demain on serait tous sur une plateforme, il n'y aurait plus de faut appeler le cousin ou le copain du copain pour aller dans telle école, il n'y aurait plus le qui veut me donner son document parce que j'ai pas noté mon cours ou alors parce que j'étais pas dans le cours. C'est des soucis qu'on rencontre tous les jours en tant que lycéen et même en tant qu'étudiant. Bien sûr. Donc voilà, j'ai consulté, mais j'étais vraiment convaincu. Donc j'ai juste fait ce que j'avais à faire et rapidement. Mes parents, par contre, étaient là, oui, c'est une très bonne idée, vas-y. Que font vos parents en fait? Ils travaillent, vos parents ou pas? Oui, mes parents travaillent. Qu'est-ce qu'ils font? Ma mère dans l'immobilier et mon père dans une entreprise qu'on appelle Unscope, qui emploie les handicapés. Voilà. D'accord. Donc en fait, ils étaient sensibles aussi au milieu de l'éducation, à la problématique évidemment du confinement et de ce désert social, enfin, en tout cas de ce repli un peu sur soi que pouvaient ressentir beaucoup d'étudiants. Et puis cet échange, ce besoin d'échanger en permanence des informations, puisque finalement c'est de l'entraide, mais c'est de l'entraide maligne. Exactement. Oui. Déjà, on sait tous que l'éducation, la phase 0-18 ans, c'est ce qui va vraiment définir le tempérament, l'esprit, le fonctionnement d'un jeune homme, d'une jeune femme. Donc c'est vraiment la phase la plus importante de la vie de quelqu'un. C'est là qu'il se construit. Donc bien sûr, quand je leur ai dit j'ai un projet pour aider ces gens-là, qui sont les gens dans mon cas à moi, les jeunes étudiants, les jeunes lycéens, ça leur a tout de suite parlé et ils m'ont dit vas-y, fonce. 600 connexions au bout d'un jour et demi. Et maintenant, vous en comptez combien à peu près? Donc après, c'était un petit site où on ne pouvait pas s'enregistrer, on ne pouvait pas s'inscrire, donc on voyait que les utilisateurs actifs. On n'avait pas de données, on n'avait pas d'inscription, on récoltait rien. C'était vraiment c'était très roots comme plateforme. Et au fur et à mesure du temps, je me suis fait accompagner par une boîte de design. Donc on m'a refonté toute ma charte graphique. Ils vous ont contacté directement? Oui, parce que j'ai eu la chance d'être un petit peu médiatisé pendant cette période-là. Donc les gens voyaient un peu le mot passer. Puis par par un cabinet d'avocats. Donc là, tout mon juridique accompagné là-dessus. Et puis 6 mois après, par une boîte qui s'appelle OnePoint, qui m'a aidé sur toute mon infrastructure tech. Et là j'ai pu vraiment créer quelque chose de plus solide. Et là, on en est à notre 3e version parce que le site, on l'a lâché. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de monde qui se connectait sur le site parce que le site, c'est sur du web, donc c'est sur l'ordinateur. On a un réflexe application en fait maintenant, c'est ça? La plupart du temps, voilà, c'est ça. En tout cas, pour les 16-24 ans qui sont notre cible, l'ordinateur, c'est pas vraiment l'outil idéal. Donc, 16-24, vous allez au-delà du bac en fait maintenant? Ah voilà, exactement. On a lâché les collégiens pour garder les lycéens, mais accueillir les étudiants également. Ouais. D'accord. Parce que les étudiants, eux, passent des partiels. Quand ils arrivent en fin de licence, ils s'orientent pour le master. Donc c'est là aussi intéressant de les mettre en contact, les mettre en lien. Donc, et puis il n'y a pas l'obligation de présence qui n'est pas la même effectivement au collège et au lycée où en général les élèves sont présents en cours et donc peuvent partager directement et peuvent récupérer ce dont ils ont besoin. Alors que là, on le sait, à l'école ou en université, on a aussi 1000 vies à côté. Exactement. Ouais. Donc là, vous disiez, 600 au départ, après ça s'est augmenté. Aujourd'hui, on compte combien à peu près d'étudiants qui partagent? Donc 2e site web, on a ouvert aux inscriptions. Là, on a pu récolter, entre guillemets, de la donnée, même si récolter juste pour voir combien de personnes on avait sur le site. On a eu 30 000 personnes en 3 mois, sans moyens financiers, seulement en croissance organique, donc croissance provoquée par le bouche à oreille et la communication que nous, on avait sur les réseaux sociaux. Et là, on sort notre nouvelle application qui est sortie hier. Et donc, merci. Et donc, à voir combien on aura d'utilisateurs, mais on espère en avoir beaucoup. On a déjà eu 1000 personnes qui se sont inscrites et qui ont téléchargé l'application en un jour. Donc, on espère que ce soit prometteur pour le mois à venir. Est-ce que vous direz que les élèves sont conditionnés à l'entraide pour la réussite ou bien au contraire, la période du Covid a permis de revaloriser justement cette entraide-là? Ils ne sont pas du tout conditionnés à l'entraide pour la réussite, malheureusement. Ça, c'est le constat que vraiment je peux faire depuis 2 ans. C'est ce que j'essaie aussi de faire changer et de l'introduire dans les mentalités des élèves que je croise. Parce qu'en vrai, c'est malheureux de dire ça, mais quand on est dans une classe, on est 30, disons, et on va valoriser celui qui a la meilleure note, donc celui qui est le meilleur de la classe. Donc typiquement, si vous savez que c'est un système qui marche comme je viens de le décrire, il faut mieux être le meilleur, donc pas partager, donc garder ce qu'on fait dans son coin pour être valorisé. Alors que nous, dans notre système, là, l'élève qui donne gagne des points. L'élève qui reçoit et qui note ou qui valorise gagne des points. Donc c'est un système qui s'auto-alimente. Qui est un peu plus ludique. Le système de valeurs dont vous parlez, ça marche aussi beaucoup peut-être après le bac, où il y a un système de concours. Mais avant, finalement, le bac, c'est pas un concours. C'est-à-dire qu'il faut juste être bon, mais on peut être des milliers à être bon. C'est pas, des centaines de milliers à être bon. Il n'y a pas de notion de concours entre les uns et les autres. Il y a quand même une notion de concours, je suis d'accord, hein, mais il y a quand même une notion de concours, il y a une mention à avoir. C'est bien, très bien. On préfère avoir très bien. Il peut y en avoir 20 mentions très bien dans une salle, dans une classe. C'est vrai, mais au sein de la classe, après, le bac sert
pour raconter à ses parents qu'on a eu le bac ou même sur notre dossier, mais ça ne sert pas réellement. Ce qui sert, c'est vraiment le classement dans la classe, la note qu'on a, parce que c'est ça qui va servir à nous orienter, c'est ça qui va nous servir pour les dossiers pour les écoles. Donc il faut mieux être dans les top 10 dans la classe que dans les 10 derniers. Malheureusement. Et alors, c'est ce qui a plu à Forbes, alors, c'est à la fois votre profil entrepreneur, le gars qui a des idées, qui a permis de prendre une période difficile de sa vie comme une source d'inspiration pour pouvoir créer en 2 jours, enfin d'un jour et demi, une plateforme géniale et maintenant une appli nouvelle. C'est aussi celui qui va pouvoir créer peut-être un nouveau réseau social. Je pense. Je ne suis pas à la place du jury qui a décidé... qui allait avoir Vous en avez parlé quand même. J'en ai pas parlé avec des gens qui sont chez Forbes. D'accord. J'ai pas encore eu l'occasion. Je pense qu'on va se rencontrer dans les mois à venir. Ouais. Mais oui, je pense que c'est ça. C'est que un petit projet confinement qui se transforme en start-up. Ça aussi, ça se traduit par la volonté d'un petit jeune à pérenniser son initiative. Ça a du sens, c'est porteur. Et dans la période dans laquelle on est, où généralement, on veut tous que les initiatives qui soient prises aient du sens et que les jeunes aussi s'engagent de plus en plus jeunes et qu'ils fassent des choses. Je pense que ça leur a plu. Je pense que c'est ça, oui. Vous aviez déjà l'âme d'entrepreneur, j'imagine, à 16-17 ans en terminale. Aujourd'hui, vous aviez d'autres idées déjà avant celle-ci pour votre futur, pour vos envies, en fait. Est-ce que ce classement Forbes a permis encore plus de faire un bond et de se dire « Ok, maintenant, la voie est devant moi, j'y vais » ? J'avais des idées. Je pense oui quand même que j'avais un tempérament assez entrepreneur. J'ai toujours, sans m'en rendre compte, mais quand je marche dans la rue, je me dis toujours pourquoi ça a été mis là, ou quand j'achète un pain au chocolat, pourquoi le pain au chocolat est à tel prix et pas à un autre. Je me suis un peu intéressé à la loi de l'offre et de la demande, pourquoi tout était régulé ainsi. Et puis, mais après, j'avais aussi beaucoup d'idées mauvaises, je pense, par le passé. Ça me rassure que vous ayez des mauvaises idées. Ça va. Vous êtes humain, en fait. Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, les mauvaises idées, on n'en parle pas. J'ai monté 2-3 projets cette année qui n'ont jamais vu le jour. Pourtant, j'ai passé des heures et des heures avec plein d'amis. Et puis, je pensais que ça allait être le projet de l'année. Et puis, en fait, non. Mais qui n'ont pas vu le jour, pour quelles raisons ? Pour des raisons financières, parce que personne n'y croyait, ou parce que vous vous rendez compte qu'in fine, que ça ne sert à rien, que ça a déjà été fait? On s'est frotté, pour le coup, nous, dans le cadre des projets qu'on a voulu monter, à des grosses institutions. Il fallait aussi pas mal de moyens, donc c'était compliqué. Mais oui, c'est vrai que quand on est jeune, malheureusement, il y a une seule chose dont on manque, mais cruellement, c'est de la crédibilité. On ne l'a pas parce qu'on n'a pas de diplôme, parce qu'on n'a pas de moyens financiers, parce qu'on n'a pas d'expérience professionnelle. Moi, typiquement, la première fois où je suis allé, j'ai commencé à discuter avec des gens, rencontrer des personnes pour lever des fonds. On me disait toujours, mais alors, tu n'as pas fait de consulting? Je vulgarise, mais vraiment. Tu n'as pas encore ton diplôme d'école de commerce, attends. Voilà, pas ce profil-là, tu n'as pas de diplôme. C'est compliqué de donner des fonds à un gars comme toi. Comment on peut savoir que tu vas demain être sérieux, etc. Donc c'était le même cap dans tous les projets qu'on mène. Donc il faut juste. C'est curieux, mais je pense que très très vite on va vous donner des fonds. Je crois que rapidement on va se dire non mais celui-là il faut miser sur lui. J'espère. En tout cas, c'est un message. Oui c'est ça. L'article en tout cas va vous aider, c'est certain. Merci mille fois d'être venu nous raconter. Alors certes rapidement, mais quand même on sent bien l'âme d'entrepreneur et puis les bonnes idées que vous avez, Jules Simian Brocherie. Je rappelle que vous avez monté cette plateforme qui est donc devenue une application Extra Student, c'est ça. Et qu'on peut retrouver partout. Et oui, qui sonne, oui, mais forcément, on vous dit que vous êtes formidable, c'est ça. Merci. Exactement. Bonne suite. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite? On va vous retrouver sur quoi? Il y a d'autres perles que vous pouvez dévoiler aujourd'hui ou pas? Où est-ce qu'on va me retrouver? Déjà, télécharger l'application, ça c'est le mot d'ordre, je pense. Et puis oui, il y a pas mal de choses qui vont arriver, je pense. Mais voilà, c'est... Vous reviendrez en parler ici? Je reviendrai en parler, bien sûr, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité une seconde fois, parce que je suis déjà venu. Mais je suis ravie. Vous savez que le mentorat est très très important pour les collégiens et lycéens, et c'est hyper important, et j'imagine que vous l'avez vécu vous aussi, savoir comment s'orienter, que faire, avoir des bonnes idées. Et donc, on pourra peut-être vous accueillir ici pour parler justement de ceux qui ont eu des bonnes idées et qui ont réussi à créer des mentorats intelligents sur ce sujet-là. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Jules Simian Brocherie. Allez, c'est vendredi. Le vendredi, on donne la parole aux enfants. Cette semaine, on leur a demandé ce que représentait pour eux le bonheur. Regardez. D'être libre, d'avoir aucun souci ni problème. On peut être avec plein d'amis, faire plein d'activités, aller au ciné, etc. Ou juste le fait d'être avec eux, discuter, ça peut être marrant de temps en temps, etc. Donc ça peut te rendre très heureux aussi. Tout aussi avec la famille, passer du temps avec eux et tout, ça fait toujours du bien. Pour moi, le bonheur et le fait d'être heureux dans sa vie, c'est de pouvoir profiter pleinement de sa passion ou alors de plusieurs de ses passions dans sa vie. Qu'est-ce qui te rend content? De faire câlin au vent. De faire des câlins au vent?
Oui. De dire des gros mots. Non. De voir mes amis, de faire mes loisirs, de faire des choses que j'aime bien, de faire des nouvelles choses, d'apprendre, de parler et de faire ce qu'on aime. J'ai ici un Bah ouais, mais voilà, c'est les enfants qui vont bientôt télécharger l'application Extra Style, vous voyez, qui parleront de bonheur différemment. Bah, je m'y hâte. Carrément. Merci. C'est l'heure de retrouver Malika Ménard et son invité pour son air d'écolier. Cette semaine, c'est Nelson Montfort. Regardez. Alors l'école de demain pour vous, elle est comment? Avec plus de sport, on l'a dit. Alors déjà, il y a une chose, c'est que les deux années qu'on vient de vivre font que statistiquement, vous l'avez vu comme moi, le bac est donné. Il y a 98%, donc le bac est quasiment donné. Ça remet en cause, à base de contrôle continu, ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause tout. Parce qu'on se dit au fond, mais je fais quelque part l'ensemble des études, on va dire secondaires, c'est pour amener vers le bac. Si on donne cet examen, ça veut dire que les études, je ne veux pas dire qu'elles ne servent à rien, mais ça veut dire qu'il y a des vraies questions à se poser. À partir de là, eh bien, privilégions les choix des élèves, privilégions les passions des élèves. Ne les obligeons pas à étudier du droit de la procédure romaine d'il y a 2000 ans. Je veux dire, ou des maths, ou des maths, exactement, ou des maths. Ouais. À quoi sert aujourd'hui, dans 2 temps, à quoi sert de faire des études de maths si, on donne le bac, et 2, après, vous ne vous en servirez plus jamais? À se prendre la tête, à se stresser de façon épouvantable. Tout est à refaire. Effectivement, la vie scolaire, qui, je pense, pourquoi est-ce qu'aux Pays-Bas et en Allemagne et en Suisse et en Autriche et partout, et sans parler de la Grande-Bretagne, où on pratique du sport toutes les après-midi, en France, pas. En France, le sport pour les élèves consiste à soulever des cartables qui pèsent 7 ou 8 kilos. Ça s'arrête un peu, ça. Hein. Oui, ça s'arrête un peu grâce effectivement, d'accord, ça c'est le bon côté des tablettes, effectivement. Ça, c'est le bon côté du numérique. On a beaucoup parlé aussi de harcèlement scolaire. Ouais. Et j'ai lu que vos filles ont été un petit peu bazardées à l'école parce que du fait de votre notoriété. Ma fille aînée, surtout Isor, qui a même dû changer d'école à cause de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, elle s'était retrouvée avec 3 pestes. Il n'y a pas d'autre mot, parce que je veux dire, quand 3, dont 2 sœurs, qui plus est, se mettent à vraiment à traumatiser. Et je me suis rendu compte de ça parce qu'elle ne nous en a jamais parlé. Nous nous en sommes rendus compte presque par hasard. Les enfants ne le disent pas. Ceux qui, alors s'ils ne le disent pas à leurs parents, ils intériorisent ça de manière terrible. Et je dirais que ça c'est la double peine, quelque part. Et je suis pas. Enfin, ça c'est un des très mauvais souvenirs de ma vie, parce que de faire du mal à son enfant, c'est bien pire que de se faire du mal à soi. Vous avez réagi comment? Non, mais surtout, il n'y avait aucune espèce de raison. Non, mais j'ai pas pu réagir parce que quand on l'a su, elle avait déjà changé d'école. Et j'allais pas quand même appeler la mère pour dire que. Et vous l'aviez pas changé d'école pour cette raison-là? Si, on l'a changé d'école pour cette raison-là. Mais sans entrer dans les détails. Il n'était pas très content. Il me dit voilà, bientôt arrive la seconde, ce serait peut-être bien que j'aille un peu voir ailleurs, etc. Et là, ça a été un enchantement. Là, elle a rencontré des amis qui sont restés des amis, notamment celle qui est sa meilleure amie aujourd'hui, qui est une grande férue de musique, etc. Ça a été comme quoi l'environnement, la proximité. C'est vrai que les enfants, on le dit souvent, ne sont pas toujours très gentils entre eux. Et moi, je me suis senti, parce que vous avez mis le doigt sur ce qu'il fallait, moi, je me suis senti coupable parce que, effectivement, c'était aussi à cause de ma notoriété, parce qu'il y avait les guignols de l'info à l'époque, etc. Voilà. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui m'a profondément déplu. Ouais. Donc, ça veut dire que l'école demain, c'est aussi plus d'éducation à la maison. Exactement. Mais comment on fait? Ça commence là. Bah oui. Je suis 100% d'accord. C'est la fin de cette émission. Déjà, le temps passe vite. Le temps passe très vite. En votre compagnie. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Je le rappelle, votre livre Mémoire olympique est toujours en librairie. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. À la semaine prochaine, Malika. Tout de suite, c'est le ZAP, le meilleur de School TV.
l'éducation des jeunes à la lutte contre ces fausses informations, c'est une urgence, Marie. Oui, complètement. On a constaté depuis ces dernières années que les informations circulent de plus en plus vite, justement avec le numérique. Et on a aussi eu, ces 2 dernières années, encore plus été confrontés à ça, puisque avec le Covid, la guerre en Ukraine, etc., c'est de quoi alimenter les fausses rumeurs et les fausses informations. Donc c'est vraiment une urgence, d'autant que les enfants qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et dont c'est devenu aussi la première source d'information, ils sont très très exposés, avec un esprit critique qui n'est pas forcément encore développé. Même nous en tant qu'adultes, on se fait piéger, donc c'est très important encore plus sur les enfants. Et c'est pour ça qu'on a développé notre programme Bande Sociale cette année sur ce sujet. Laurence, les profs, on l'a dit, ont du mérite, les élèves aussi. Comment on fait quand on est motivé, qu'on a envie d'apprendre et qu'on est dans une classe de 60-70 élèves, qu'il fait très chaud et qu'on n'a pas forcément les infrastructures pour suivre les cours? Alors, pour les professeurs, comme je l'ai dit, ils essayent avec leurs petits moyens de rendre leurs cours attractifs, de fournir du matériel, même s'il n'en existe pas, ou c'est souvent ce qu'ils appellent de l'équipement display, c'est-à-dire qu'ils vont avoir par exemple un ordinateur mais il ne marche pas, un microscope mais il ne marche pas, mais au moins pour donner l'impression aux élèves que ça ressemble à ça et on utilise ce type d'équipement pour étudier les sciences ou d'autres choses. Donc le niveau d'éducation évidemment reste faible. Les élèves, alors il y a très peu d'écoles buissonnières ici, contrairement à chez nous parfois en France, parce que les enfants sont très motivés pour aller à l'école et apprendre parce qu'ils savent que peut-être on leur a inculqué ça, en tout cas à leur famille, que l'éducation c'est aussi la clé pour leur avenir et pour sortir souvent d'un état de pauvreté quand même général aux Philippines, même si bien sûr des étudiants comme ceux qui peuvent aller à l'université des Philippines ont un petit peu... viennent d'un autre statut social. Après, il existe des bourses aussi pour les étudiants pauvres mais méritants, qui travaillent bien et qui ont envie de s'en sortir. Mais ça reste des bourses assez difficiles à obtenir et c'est pour ça qu'Amélion s'engage aussi dans du parrainage scolaire pour aider ses enfants, parce que sans l'éducation, pour avoir un jour un bon job, mais aussi pour pas être victime de différents types d'exploitation ou de violences sexuelles, pour être libre, c'est nécessaire. Pour être très concret sur la façon dont vous aidez les enfants à formuler cette raison d'être, à trouver ce sens, c'est pas forcément hyper direct, hein, c'est un peu comme dans une psychanalyse votre truc. Vous donniez l'exemple d'un garçon qui avait, je crois, dessiné ou qui s'était passionné pour la photo d'un basketteur qui mettait un dunk. Oui, en fait, on travaille... Mais il ne voulait pas du tout devenir basketteur. Non, c'est vrai, on travaille avec un photolangage. C'est notre 3e atelier où on demande aux enfants de réfléchir à la question « Qu'est-ce que je voudrais apporter de beau dans le monde ?» grâce à mon éducation. Et en fait, on travaille avec un photolangage qui représente en gros les grands objectifs de développement durable de l'ONU, mais de façon plus vaste, des belles choses auxquelles on pourrait vouloir contribuer, ou au contraire des choses qui sont scandaleuses, qui choquent un enfant et où il se dirait ça, j'ai vraiment envie de le changer. Et ce qui est fabuleux avec ce photolangage, c'est que les enfants peuvent choisir, moi j'ai vu 30 enfants choisir 30 fois la même photo pour des raisons différentes. C'est ça. Effectivement, une fois, il y a un petit garçon qui a choisi une photo de basketteur et il m'a dit « Oh là là, on a l'impression qu'il saute, il va se blesser et je suis mal pour lui. » Puis on voyait qu'il avait une boule dans la gorge. Et au final, il nous a dit que, en fait, il voulait avoir une profession dans la santé. Voilà, il veut plutôt devenir chirurgien comme Michael Jordan. Et une fois, j'ai eu un petit garçon qui a choisi une photo de pilote d'avion. Enfin, on voyait un cockpit d'avion et qui m'a dit je voudrais emmener les gens voyager. Alors je lui ai dit pourquoi ? Et il m'a dit pour qu'ils retrouvent leur famille. Oh. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Ouais. Donc on arrive à des choses qui sont... Alors on fait pas de la psychothérapie de groupe, on creuse pas ce qu'il y a derrière la surface, mais on sait que derrière En tout cas, vous mettez le doigt sur des choses hyper sensibles. On sait qu'il y a une histoire derrière. Et ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est de se dire que tout le monde peut être producteur d'infos à un moment donné. On n'est pas forcément que des journalistes à pouvoir proposer cette information, à la mettre en forme. Là aussi, c'est important d'attirer l'attention des enfants sur le fait que à un moment dans leur vie, vont pouvoir être consommateurs d'infos, mais aussi producteurs d'infos, propagateurs potentiellement de fausses informations. Oui, bien sûr. Souvent, il y a cette inconscience, en fait. Sur les réseaux sociaux, qui est un domaine que vous maîtrisez probablement beaucoup mieux, même que moi, c'est vrai qu'ils n'ont pas conscience que, par exemple, un like, sans aller jusqu'au partage, même un like, etc., amplifie. En fait, il y a toute une machine derrière qui fait que ça va donner plus de visibilité. Et donc, réfléchis vraiment avant. On essaye aussi
Moi, j'ai parfois eu cette question assez déroutante qui est, mais finalement, alors ils n'osent pas le dire vraiment, mais tu le sens à la fin du cours, ils disent, mais finalement, est-ce que c'est grave? Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a aussi ça, il y a aussi des gens qui trouvent pas ça très grave, en fait. C'est étonnant pour nous, parce qu'on est là, mais en fait, il y a beaucoup... Et je pense que c'est important de leur montrer aussi des victimes en bout de chaîne. Et nous, on prend souvent des exemples extrêmement concrets, par exemple, d'un jeune qui s'appelle Anas Modamani. Bon, ça date un petit peu maintenant, mais il y en a beaucoup. Quelqu'un qui avait fait un selfie avec Angela Merkel il y a un petit temps, et qui était un Syrien. Et en fait, il s'est retrouvé, quand il y a eu des attentats en Allemagne, etc., exposé en mode, regardez, Angela, elle posait avec le terroriste, etc. Et il a eu une vie complètement détruite. Il a intenté à procès, je crois, à Facebook, qu'il a perdu. Parce que Facebook se considérait comme hébergeur et non donc responsable, enfin voilà. La grande. Et donc parler de ces victimes en fait en bout de chaîne, ça les souvent ils disent ah oui ouais c'est vrai que c'est pas si anodin, peut-être que je vais réfléchir avant de liker ce truc-là ou avant de voilà. Laurence Ligier, cela fait on disait 25 ans que vous aidez ces filles, ces jeunes femmes à surmonter justement leur traumatisme, à surmonter leur douleur. Quels sont vos moyens d'action aux Philippines et même dans d'autres pays? Nous, on a mis en place une approche holistique, globale, qui permet à ces petites et jeunes filles, parce que les plus petites ont 5 ans, de 5 à 20 ans, à soigner leur traumatisme et à bien sûr suivre une éducation jusqu'à la formation professionnelle, jusqu'à ce qu'elles aient un emploi pour devenir indépendantes, parce que souvent elles ont été maltraitées, rejetées par leur propre famille. Donc c'est un processus qui s'inscrit sur le long terme, avec une aide médicale, une aide juridique, puisqu'on est en procès contre leurs agresseurs, l'éducation, donc puisqu'elles vont à l'école. Après, on met en place plein d'activités extrascolaires comme le sport et le cirque, par exemple. La médiation par l'animal aussi. Différents types de thérapies pour les aider à reprendre confiance en elles, en les autres et à préparer leur avenir. Donc, quand on voit dans la vidéo, là, ça me touche parce que je sais que c'est des filles qui sont arrivées à Caméléon à l'âge de 9-10 ans et qui maintenant, en tout cas pour l'une d'entre elles, est salariée de l'association et elle-même se bat pour faire de la prévention contre les violences sexuelles et aider d'autres enfants. Donc comme quoi, avec l'éducation, les soins appropriés et un accompagnement de qualité et dans la durée, on peut bien sûr aider ces enfants à s'en sortir et elles-mêmes deviennent des acteurs du changement. Laurence, vous travaillez avec les services sociaux. Qui vous confie ces filles? Les services sociaux philippins, on est accrédité par, ça s'appelle le DSWD, Department of Social Welfare and Assistance and Development. Et sans cette accréditation qui est renouvelée tous les 3 ans, on ne pourrait bien sûr pas s'occuper d'enfants mineurs. On est très contrôlé et tant mieux. Donc les services sociaux suite aux violences sexuelles, qui sont en majorité des cas d'inceste, placent les enfants chez nous sur du long terme jusqu'à leur réinsertion dans la vie normale, on va dire, quand elles vont mieux. Vous avez, Laurence, un système de parrainage individualisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Alors, chaque fille est parrainée par un parrain ou une marraine philippine ou à l'étranger, et bien sûr, entre autres en France. Le parrainage consiste à prendre en charge financièrement les coûts de scolarité des enfants et leurs stages et leurs déplacements éventuels. Enfin, tout ce qui touche à la scolarité, y compris les uniformes, par exemple. Il y a 3 niveaux de parrainage. 28, 44 et 56 €. Et le parrain, la marraine peut écrire, les enfants écrivent, peuvent venir aux Philippines rencontrer. Évidemment, c'est très encadré, mais quand même, on privilégie cet échange, pas que financier vraiment, mais d'échange de solidarité internationale. Les parrains et les marraines impliquent leurs enfants dans ce parrainage. Les filles ici sentent que leur marraine ou la famille à l'étranger qui les parraines pensent à elles et croient qu'elles sont capables d'aller au bout de leurs études. Donc voilà, c'est un soutien, un accompagnement moral et puis bien sûr une aide financière. Et chaque année, on cherche des parrains marraines, comme actuellement. Oui, et moi j'avais une conviction depuis déjà 20 ans que tout commence par le sens et que de la même façon que les adultes
peuvent être motivés et engagés dans leur travail que s'ils y trouvent du sens, c'était la même chose pour des enfants. C'est la grande mode en ce moment. Bah oui, mais justement, on en parle beaucoup pour les adultes, et qui en parle pour les enfants? Donc, j'allais pas fonder un projet sur une simple intuition. Effectivement, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombée sur une mine d'or, en fait, de recherches qui partent de Stanford autour de la raison d'être et qui montre que non seulement, et ça on le sait de plus en plus, c'est un facteur d'épanouissement et de bien-être et de réussite tout au long de la vie, mais, et là ça devenait très intéressant pour nous, c'est aussi un facteur justement de persévérance et de résilience à l'école de façon très court-termiste. Comment vous définissez cette raison d'être? Alors la raison d'être, donc c'est pas moi qui la définis parce qu'il y a des multitudes de définitions, mais ces chercheurs de Stanford la définissent comme un objectif qui est prosocial, donc qui dépasse l'individu, qui est à long terme et qui est assorti d'une dimension de passage à l'action. Sinon, on n'est pas dans la raison d'être. Donc il y a 3 ingrédients. Voilà. On les reprend. Donc prosocial, ça veut dire, je sais pas, moi, sauver la planète, aider mon prochain. Oui, c'est pas forcément à grande, c'est pas forcément immense. échelle. On n'a pas forcément besoin d'être Greta Thunberg. Prosocial, ça peut être aussi tout simplement pourvoir aux besoins de sa famille, de son quartier, de sa communauté, etc. D'accord. Mais il faut en tout cas aller vers autrui, d'une façon ou d'une autre, faire communauté. À long terme. Donc quelque chose qui va soutenir votre motivation, votre énergie sur le long terme, et en même temps qui n'est pas un pur rêve ou un pur idéalisme, mais qui est assorti d'une dimension active. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Jules Simon-Brochery. Je rappelle que vous avez monté donc la plateforme Extra Student qui cartonne, qui est absolument géniale, qui s'adresse aux 16-24, c'est ça? Exact. Et que vous faites partie du classement Forbes, donc des 30 étudiants les plus remarquables, remarqués, les plus brillants par ce classement. Bravo. Merci. Entrepreneur, j'entends. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Merci d'avoir été avec nous. Pour retrouver l'émission schooltv.com ou canal 247 sur Freebox. Merci à toute l'équipe de School TV et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.